Les jeudis de l'Iliade. Écoutez, merci beaucoup d'être là pour ce nouveau jeudi de l'Iliade qui se tient exceptionnellement un mardi, vu que la librairie ferme bientôt. Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Delette pour son livre sur Saint-Exupéry, publié à la Nouvelle Librairie. Il va nous présenter et parler aujourd'hui donc de la figure de Saint-Exupéry au-delà du sacro-saint Petit Prince, parce qu'il y a il y a bien d'autres choses à dire sur cet auteur, bien d'autres livres à lire de cet auteur, et une vie aussi assez extraordinaire. Merci à tous d'être venus déjà, c'est très gentil de vous voir tous autour pour cette conférence. Donc alors il y a plein de choses à dire sur Saint-Exupéry. Donc quand j'ai voulu faire la conférence, je ne savais pas trop quel aspect aborder. Et puis je me suis dit que finalement ce qui vous intéresserait le plus peut-être, ça serait d'avoir à la fin de la conférence une image déjà de ce qu'était le Saint-Exupéry, le vrai Saint-Exupéry, loin de l'image un peu d'Épinal qu'on a. Parce que vous verrez, c'est un écrivain qui est particulièrement complexe, original aussi. Il a un caractère très atypique et il est assez surprenant quand on ne connaît pas bien, on n'imagine pas ça de lui. Donc voilà, j'espère que ça va redonner un peu de relief à cet écrivain, qu'on a bien besoin, parce que c'est vrai qu'effectivement, aujourd'hui, on se limite souvent au Petit Prince et on a une image très superficielle de ce qu'il était et de ce qu'il a pu représenter à son époque. Donc, dans un premier temps, je vais m'intéresser un peu à l'aspect anti-moderne de Saint-Exupéry, parce qu'en fait, Saint-Exupéry est très critique de son époque, qui est aussi la nôtre en empire maintenant, je pense. Et dans un second temps, qui me paraît peut-être plus important encore, je vais vous montrer en quoi c'est quelqu'un qui est vraiment très touche-à-tout, très hétéroclite, très chaotique même, mais en quoi justement ce chaos, il arrive à l'ordonner, et en quoi c'est un principe de vie chez lui. Et je ferai en ouverture, je ferai un lien avec notre civilisation, parce que c'est quelqu'un qui s'est beaucoup intéressé aussi à l'avenir de notre civilisation européenne. Donc voilà, alors pour commencer, ce que je vous propose, c'est d'emblée de lire un témoignage. Je trouve que c'est toujours intéressant les témoignages pour approcher ce qu'était un écrivain en vérité. Et ce témoignage, c'est celui qui a été rapporté par un général. Alors, faut se mettre un peu dans le contexte, on est en 1944, très peu de temps avant la mort de Saint-Exupéry. Vous savez qu'il a disparu le 31 juillet 1944, d'ailleurs ce sera bientôt les 80 ans de sa disparition. Donc on est peut-être 5 jours avant sa mort, on ne sait pas exactement, mais on va dire 5 jours. Donc le débarquement a déjà commencé, le débarquement en Normandie, donc la guerre est quasiment gagnée, voilà, il n'y a plus trop de doutes. Saint-Exupéry, comme vous le savez peut-être, s'est exilé aux États-Unis et a fait des pieds et des mains pour combattre lors de la libération du territoire. Donc lui, il était présent à ce moment-là en Tunisie ou en Maroc, je ne sais plus trop, mais enfin bon, dans le Maghreb en tout cas. Et voilà, on est quelques jours avant son décès, et voilà qu'il se confie à un général avec qui il était en bons termes. Dans ce contexte, a priori plutôt optimiste, parce que bon, c'est la fin de la guerre, mais voilà ce qu'il lui dit. Et vous allez voir, c'est assez surprenant quand on ne connaît pas le personnage. Alors, jamais l'esprit n'a été plus qu'aujourd'hui écrasé par la matière. Cette civilisation est idiote. Je l'ai prise en grippe. D'ailleurs, je me demande pourquoi je me bats. Si la France n'avait pas été vaincue en 1940, je refuserais de prendre part à cette mêlée absurde, à cette guerre civile des peuples civilisés. Qu'est-ce que je fais avec mon casque et mon masque à oxygène, mes écouteurs et mon laragophone, avec mes bretelles de parachute et tous fourbis autour de moi? Je suis un homme d'un autre âge. Je suis contemporain de Joachim du Bellay, ou à la rigueur d'Hervère avec son sonnet, son mystère et son secret. La civilisation aurait dû s'arrêter là. Pourquoi avoir été plus loin? Tout le reste est de trop. Voyez-vous, Chambre, voyez-vous, Général, je me demande ce que nous faisons tous ici. Quand nous aurons délivré la France, qu'il ne mérite pas, il n'y aura plus qu'une chose à faire, passer au marteau-pilon tout ce qu'a fabriqué notre progrès imbécile, et revenir à tout prix à un siècle en arrière, peut-être plus, remettre l'esprit à sa vraie place. Si on ne le fait pas, l'humanité s'ensevelira de ses propres mains. Amen. C'est lui qui dit Amen. Donc vous voyez, c'est un propos quand même, on va dire là pour le coup, assez réactionnaire. Et on ne s'attend pas à ça. Voilà. Comment ça se fait? Déjà, c'est pas un propos isolé. Si vous lisez en fait la correspondance ou les carnets, parce qu'il écrivait des carnets de son vivant, et ces carnets, ils ont été publiés, donc c'était des pensées pour lui. Donc on a vraiment accès avec la correspondance et les carnets à sa pensée plus intime.
quand on lit ça, on se rend compte que c'est vraiment une critique. Ça revient très souvent à la critique de ce qu'on pourrait dire la modernité, d'accord? Bon, je sais que c'est un terme qui veut un peu tout dire et rien dire, mais je vais pas m'appesantir sur ce qu'il critique de son époque, globalement, hein, l'individualisation, les objets en série, l'abstraction, le fait que les gens aient perdu aussi leurs racines, etc. Je m'appesantis pas parce qu'ici on a la nouvelle librairie. Si vous êtes venu a priori, vous êtes un peu familier de tous ces sujets-là. Donc voilà, je ne vais pas faire un cours sur la critique de la modernité. Mais sachez que Saint-Exupéry s'inscrit vraiment comme anti-moderne. Il y a aucun doute là-dessus. Il y a beaucoup de choses qui l'attestent. Et comment expliquer ça? Moi, je pense que ça vient surtout de son enfance, hein. On associe souvent Saint-Exupéry à l'enfance aussi, parce que forcément, il y a le Petit Prince, et puis lui-même disait « Je suis de mon enfance», hein. C'est une citation qu'on retrouve souvent de lui, et qui est très juste, hein. C'est son enfance, il l'a beaucoup idéalisé, ça l'a beaucoup marqué. Et ce qui est intéressant avec son enfance, c'est qu'en fait, bon, il est né en 1900, et il a vécu dans un milieu très protégé, dans une petite bulle, puisqu'il était en province. Il a été éduqué, il vient d'une famille noble, hein, donc il a été éduqué en partie dans un château de sa tante, le château de Saint-Maurice. Et en fait, dans ce château-là, le temps est un petit peu, c'est un peu l'ancien régime en fait, parce qu'on est en province en 1900, donc en réalité, les domestiques, les paysans autour, tout le monde vit de façon un peu organique. Tous les soirs, tout le monde va à la chapelle pour la prière dans le château, présidé par la châtelaine. Il y a quelque chose, il y a le rythme du temps, celui de son enfance, c'est vraiment un rythme pré-moderne, ça, clairement. Lui-même a été éduqué vraiment avec des valeurs très aristocratiques, ça a beaucoup de liberté, de jeux en extérieur, beaucoup de place pour la liberté, mais en même temps, une éducation aussi très artistique avec une mère qui est très cultivée, qui va l'initier à la peinture, qui va l'initier à la littérature aussi, parce qu'elle était une très bonne conteuse. Donc voilà, une enfance voilà, un peu hors du temps, et qui va faire contraste assez brutalement avec sa découverte de Paris quand il va arriver à la capitale. Comme il est d'une haute noblesse, il a des contacts dans le milieu aristocratique de Paris, donc il va vite, via sa cousine Yvonne de Lestrange en particulier, rencontrer l'intelligentsia de l'époque, en particulier par exemple André Gide, avec qui il va se lier d'amitié, et toute l'équipe de la nouvelle revue française qui commence à éclore. Donc il va fréquenter tout ce milieu-là, mais il va bien vite se rendre compte que c'est pas du tout la même aristocratie que celle que lui il a connue à la campagne. C'est des gens qui sont très cultivés, très intelligents, brillants, et ça il aime beaucoup ça, mais qui ont tendance un peu à jouer avec les mots, à jouer avec l'esprit. Pour eux il y a quelque chose d'assez ludique, assez amusant, ils font pétiller comme ça des idées dans les airs. Saint-Exupéry, lui, ça lui plaît pas, ça. Il est très jeune, il le dit. Et je pense que ce contraste plus la perte de sa foi aussi, parce que un élément très important pour Saint-Exupéry, c'est qu'il a perdu la foi, alors que sa famille était très religieuse, hein. Il a perdu la foi vers l'âge de 17-18 ans. Donc ces deux éléments-là, je pense, vont le faire regarder le Paris, qui est l'épicentre de la modernité à cette époque-là, d'un regard très critique. Voilà. Donc voilà, ça c'est des pistes pour comprendre un peu d'où ça vient. Voilà, je vais pas plus loin sur l'aspect anti-moderne encore une fois, parce que voilà, vous êtes déjà très compétent dans ce domaine. Mais si ça vous intéresse, en tout cas, j'en parle plus en détail dans le livre. Et maintenant, je vais aller tout de suite dans la deuxième partie qui sera plus longue, qui sera, je pense, plus originale, qui va plus vous surprendre. Le côté éclectique de Saint-Exupéry. Alors, pour ça, c'est pareil, je vais vous lire un autre témoignage. Encore une fois, je vous dis, c'est toujours intéressant pour approcher l'homme. Alors, je l'ai pris sur mon téléphone. Bon, ça dure peut-être 3 minutes, hein, d'accord, mais c'est un témoignage très amusant, donc vous n'allez pas vous ennuyer, je pense. Voilà, pareil, je vous mets un peu dans le contexte. Saint-Exupéry est aux États-Unis, hein, donc il a combattu au début de la Seconde Guerre mondiale. La France s'est fait éclater en 1940, voilà, vous connaissez l'histoire. Donc, il est allé aux États-Unis. Et là, il écrit des articles, il essaye de motiver les Américains à entrer en guerre. Là, c'est le témoignage d'un ami qui avait rendez-vous avec lui dans un bar pour parler d'un article qu'il devait faire. Donc, ils sont plusieurs, ils arrivent dans le restaurant où Saint-Exupéry leur avait donné rendez-vous, et il était là. Alors déjà, ils sont surpris et heureux qu'il soit là, parce que c'est quelqu'un qui est très imprévisible et il est rarement à l'heure, mais là, il était là. Alors, je vous lis le témoignage. La salle du restaurant était presque vide.
Pour des raisons qui nous échappèrent sur le moment, Saint-Exupéry choisit notre table avec le plus grand soin, près d'une encoignure face à la terrasse, mais séparée de celle-ci par une porte vitrée qui pouvait être ouverte pour créer des courants d'air ou fermée pour les éviter. Dehors, il commençait à faire très chaud, et sur la terrasse, les clients avaient tombé la veste. Malheureusement, une légère brise soufflait et empêchait Saint-Exupéry de se livrer à l'une de ses distractions favorites, l'envol de petits hélicoptères qu'il fabriquait en torsadant du papier léger et en donnant aux ailettes la surface et l'inclinaison des plus favorables à une ascension rapide. Dès le début du repas, il enfourcha les 2 dadas qui lui tenaient alors le plus à cœur, la fermeture des bordels et la réforme du régime pénitentiaire. Sur ces sujets, il était intarissable, et il fallut l'arrivée du dessert pour l'inciter à s'interrompre. Le ton baissa, ralentit, et se fit plus confidentiel. Vous savez que j'ai raison. Tout se désagrège, des civilisations entières disparaissent. Le respect de l'homme s'amenuise chaque jour, et quand le poète a dit « toute beauté est une joie éternelle », il s'est foutu le doigt dans l'œil, car la beauté, elle aussi, devient éphémère. Elle me fait toujours penser à une bulle de savon. Rien n'est plus beau, et rien n'est plus fragile. Un silence suivit, mais trop bref pour permettre à Chassaing ou à moi-même de faire allusion au papier que j'attendais toujours. Saint-Exupéry adorait les laitages et venait de terminer sa crème renversée. Il poursuivit. À propos de bulles de savon, il faut que vous sachiez que je m'exerce souvent et que j'arrive à des résultats satisfaisants, grâce à une technique qui m'est assez personnelle. Peut-être vais-je pouvoir vous la montrer ? Il appela la serveuse. Mademoiselle, auriez-vous du savon de Marseille ? Pas beaucoup, monsieur. Bon alors, si vous avez la gentillesse de m'en céder un demi-cube, mettez-le dans une cuvette à moitié remplie d'eau et apportez-moi également une grande cuillère et 2 ou 3 vieux journaux. Quelques instants plus tard, la serveuse déposa avec précaution cuvette et journaux sur la table. Merci mademoiselle, maintenant veuillez fermer la fenêtre car je sens un léger courant d'air. Saint-Exupéry se mit alors à touiller consciencieusement le savon, déjà coupé en petits morceaux, puis se tournant vers Chassaing, il lui fit cette demande pour le moins insolite. Soyez assez aimable de mettre votre casquette à portée de main, car bientôt elle nous sera très utile. Sous nos regards étonnés, il se mit à confectionner des sortes de tubes, de tuyaux de 5 à 6 cm de diamètre, en roulant plusieurs épaisseurs de journaux dans le sens de la longueur. Puis arriva l'instant merveilleux. Il humecta à l'extrémité d'un de ces tubes en le secouant dans la cuvette, où le savon était maintenant complètement dissous, et soufflant à l'autre bout, il gonfla une bulle qui prit avant d'éclater une taille gigantesque. Combien semblaient désuètes les bulles de notre enfance qui s'enflaient au bout d'une paille. Le visage de Saint-Exupéry rayonnait de joie. Après plusieurs tentatives réussies de libérer la bulle du tube où il l'avait fait naître, il demanda à Chassaing de prendre sa casquette et de la tenir bien horizontale. Et c'est une énorme bulle qu'il déposa sur la casquette qu'il prit à son tour en main. Ce qui suivit est presque inénarrable. Il se mit à danser sur une espèce de samba en faisant sauter la bulle, laquelle accentuait à chaque bond une forme ovoïde. Mon vieux Chassaing, si la laine de votre couvre-chef est de bonne qualité, ma bulle ne doit pas crever. Il riait aux éclats, mais hélas, à son tour, ce fut la bulle qui éclata. Il revint s'asseoir, quelle mauvaise journée, etc. Et puis à la fin, il dit bon, est-ce qu'on n'irait pas se recueillir près de la tombe de mes anciens amis pilotes, etc. Machin. Voilà, j'aime beaucoup c'était un peu long, je suis désolé, mais j'aime beaucoup ce passage parce que Saint-Exupéry, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que je vous ai montré au début l'homme critique de son époque. Il ne faut pas du tout s'imaginer un vieux rochon rabougri, pessimiste, qui broie du noir. C'est absolument pas ça. Quand on lit les témoignages, c'est des anecdotes tout le temps. C'est vraiment, c'est un florilège incroyable. C'est quelqu'un qui vivait à 200 à l'heure, qui était extrêmement fêtard, bon vivant. Il aimait boire, il aimait la fête. Oui, voilà, il vivait la nuit de toute façon. Hein. Voilà, il vivait littéralement la nuit et il dormait quand il pouvait au petit matin. Il aimait bien les femmes. Hein. Alors, on pense souvent à sa relation avec Consuelo, un peu romantique. Bon, dans la réalité, il l'a trompée énormément. Voilà, elle aussi remarque. Hein, c'est un couple assez libre de toute manière, mais faut vraiment s'imaginer quelqu'un d'anticonformiste, mais dans son mode de vie aussi, quoi. C'est vraiment quelqu'un hors du temps. Et ça, c'est intéressant parce que plus on s'intéresse au personnage en profondeur, plus on se rend compte que il est difficile à cerner, justement. Parce qu'il va pas vraiment dans tous les sens. Par exemple, rien que son mariage, je reviens un peu sur son mariage, c'est intéressant. Déjà, pourquoi il s'est marié ? C'est-à-dire que c'est un homme qui, je vous le disais au début, était très désespéré de voir un peu ce qu'était le Paris moderne. Il avait essayé de s'intégrer, il a été comptable au début, hein. Il a été comptable, il a été ensuite commercial, donc il a essayé des boulots d'entrer un peu dans le rang. En plus, il voulait, à ce moment-là, il était fiancé avec Louise de Villemaurin et la famille de sa fiancée voulait qu'il ait un métier, on va dire, respectable. Donc il a essayé de jouer le jeu, il était extrêmement malheureux. Et en fait, c'est en découvrant l'aéropostale
qui va retrouver une vie un peu exaltante, de danger, un esprit de corps qui va le faire penser à son enfance, hein, donc il va tout de suite, ça va lui parler. Et pendant il fait son service à l'aéropostale, donc il vit mille aventures, il écrit à ses amis, et dans ses lettres, en fait, il n'est pas si joyeux que ça. Il est assez triste quand il compare à ses amis qui se sont mariés, qui commencent à fonder des foyers. Il leur dit, bon, ok, je vis une vie assez exaltante, mais finalement, je vous envie, votre vie simple, réglée, voilà, une femme, des enfants, c'est ce à quoi j'aspire aussi. Donc, en lui, il y a toujours une envie quand même de sédentarité, le désir d'avoir une vie normale, mais dans les faits, il fait tout l'inverse et il est tout sauf rangé, donc ça ne correspond pas du tout. Mais pour lui, c'est une obsession, il faut qu'il se marie. Voilà. Donc, il en parle beaucoup dans ses correspondances, il cherche désespérément une femme, donc il finit par trouver Consuelo, qui est à peu près aussi déluré que lui, donc là-dessus, ça match, on va dire, pour le coup, c'est peut-être le seul truc d'ailleurs qu'ils ont en commun. Et en fait, étonnamment, alors même qu'il la trompe beaucoup, elle aussi, que ça se passe très mal entre eux, il veut toujours rester avec elle, parce que, pas par conformisme, parce qu'il est tout sauf conformiste, mais parce que il a une vision un peu traditionnelle du rôle de l'homme, voilà. Pour lui, c'est quelque chose d'important, donc il y a une sorte de contradiction, et vous verrez que c'est loin d'être la seule, hein. Même si c'est vrai que le paradoxe de l'aventurier qui rêve du foyer, bon, c'est assez classique finalement, hein. On pense à Ulysse par exemple, bien sûr, hein. C'est un classique, mais voilà, c'est une des très nombreuses contradictions. Donc, je reviens sur l'aspect un peu fêtard. Saint-Exupéry, c'était un flambeur. C'est-à-dire que il a gagné de l'argent, hein, parce que il était très connu de son vivant. Ses livres ont très très bien marché, hein, y compris aux États-Unis. Donc, il avait beaucoup d'argent, mais il le dépensait aussitôt. Voilà, c'était une catastrophe. Quand les gens vont le voir dans son appartement, il a un très grand appartement à Paris. Enfin, les huissiers passaient régulièrement, donc il a beaucoup bougé. Mais quand il en avait, c'était plutôt des beaux appartements, mais il était complètement vide, voilà. Sauf 2-3 gadgets qui avaient rien à faire là. Son bureau, c'était sur des tréteaux de bois et un bordel immense. Voilà. Tous les témoins décrivent vraiment, dès qu'il entrait dans une pièce, au bout de 5 minutes, il y avait des papiers partout, c'était n'importe quoi. Et beaucoup de petits gadgets, voilà. Il était très intéressé par les nouvelles technologies qui sortaient. Et ça, c'est intéressant parce que, vous voyez, je parlais au début d'un critique de son époque, de la modernité, mais il n'était pas du tout pour autant, il était très intéressé pour autant par les technologies. Voilà. Bah, déjà, il était pilote, hein, donc en tant que pilote, en plus, c'est une époque d'aviation où c'était vraiment, enfin, l'aviation commençait, hein, il y avait plein de découvertes encore. Donc, il a connu, il a vécu les transformations des moteurs, les nouveaux appareils de guidage, etc. Mais même toute la technique en général, ça le fascine. Donc il achète toujours les derniers pick-up, le dernier enregistreur audio, justement, un peu comme celui-là. Voilà. Donc tout ça, ça l'intéressait énormément, mais il les utilisait de façon un peu originale. Par exemple, il avait donc les premiers enregistrements sur cassette, je crois. Et ce qu'il faisait, c'est qu'il enregistrait sa voix, il restait de la poésie, et après il mettait ça sur son pick-up et puis il rajoutait de la musique avec. Ouais, voilà. Il est toujours un peu créatif, quoi. Mais vous voyez ce côté un peu enfantin qu'on trouve dans le témoignage que je vous ai lu. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'émerveillement, mais aussi d'envie oui, une envie de s'amuser, mais aussi de créer, quoi. C'est-à-dire qu'il va faire des bulles de savon, mais il va faire les plus grosses bulles de savon qui a jamais existé. Il va faire des hélicoptères en papier, mais lui, ces hélicoptères, ils sont hyper sophistiqués, et ça va même lui donner des idées pour des brevets après. Donc voilà, parce qu'il a aussi une carrière d'ingénieur, j'en parlerai après. Donc vous voyez, c'est quelqu'un de très instinctif et qui a un rapport aux technologies qui est très ludique. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Si, alors voilà, toujours pour casser un peu l'image, la statue un peu du Saint-Exupéry, grand héros, hein, qu'il était quand même, hein, mais il adorait donc conduire vite avec des voitures très, très puissantes, très rapides, hein. C'est une de ses grosses dépenses, c'était les voitures à chaque fois. Donc il avait une Bugatti, par exemple, flambant neuve, qui roule à toute vitesse. Et puis dans sa Bugatti, il y avait tous les gadgets possibles, y compris même un rasoir électrique. Donc on pouvait se raser en conduisant. C'est une belle époque, hein. Donc voilà. Et alors, c'est ça en fait qu'il faut jamais oublier aussi, c'est que c'est un écrivain, mais c'est aussi un homme d'action. Voilà. Un homme d'action, c'est-à-dire que déjà, il a fait l'aéropostale, hein. Donc l'aéropostale, aujourd'hui on oublie un peu, mais c'était extrêmement risqué, hein. Tous les pilotes qu'il a connus, ils sont tous morts avant lui. Hein. Donc il les a vus tous disparaître les uns après les autres, hein. Donc c'est pour dire à quel point c'était dangereux, hein. Et c'est un homme d'action et c'était un bon pilote, hein. C'était un bon pilote parce que souvent on dit Saint-Exupéry était un peu rêveur.
En fait, c'est pas si vrai que ça, hein. C'était quand même un excellent pilote. D'ailleurs, sinon il n'aurait pas été sélectionné par Didier Dora, qui était très, très exigeant là-dessus. Et sinon, il n'aurait pas survécu aussi longtemps. Mais en fait, en fait, c'est intéressant de voir en quoi c'était un bon pilote. Les pilotes qui ont travaillé avec lui, en fait, expliquent bien que quand c'était des trajets assez simples, un peu routiniers, il était assez mauvais. Il pouvait faire des erreurs d'inattention. Mais dès qu'il y avait de l'inattendu, une tempête, un train de tressage qui ne veut pas descendre, voilà, quelque chose d'imprévu et de très dangereux, c'est là qu'il devient exceptionnel. Il trouvait des ressources tout le temps. Et en fait, il est bon quand il est intuitif. Voilà. Sinon, effectivement, il peut un peu se laisser aller. Ça, vous verrez, l'intuition, je vais développer après, mais c'est quelque chose de très, très important pour Saint-Exupéry. C'est vraiment quelqu'un qui agit avant de penser. Et c'est pour ça que je dis que c'est un homme d'action et pas seulement un écrivain. C'est pas du tout un écrivain dans sa tour d'ivoire qui va imaginer les choses de façon un peu abstraite. C'est vraiment quelqu'un qui vit d'abord et après qui écrit. Et d'ailleurs, tous ses livres sont un peu autobiographiques en fait. Alors, parfois c'est romancé, parfois c'est carrément, il raconte en fait son histoire. Hein. Terre des Hommes, c'est son témoignage de l'aéropostale. Hein. Mais tous ses livres sont autobiographiques. Alors peut-être sauf Citadelle finalement, mais qui est sorti après sa mort, qui est plus philosophique, on va dire. Mais sinon, ça s'inspire toujours de sa vie. D'ailleurs, à parté, tous ces livres finissent par la mort du héros qui disparaît en vol. C'est quand même intriguant quand on sait comment il est mort lui-même. Donc voilà, c'est quelqu'un qui écrit avec son corps, avec son sang. Je vous disais tout à l'heure, il avait été un peu dégoûté par l'attitude des intellectuels parisiens qui faisaient des grandes théories abstraites sur un peu tout et n'importe quoi. Lui, au contraire, il veut mouiller la chemise, quoi. Voilà, c'est important pour lui. Sinon, il se sent pas légitime pour écrire. Donc ça, c'est un élément très important. Alors, attendez que je me perde pas dans mon discours. Ce que je peux vous dire, voilà, on va parler de l'intuition. Alors, ça paraît un peu décousu, hein, mais c'est un peu comme Saint-Exupéry. Mais vous verrez, on va tout rejoindre à la fin, je vous rassure. Mais ce que je veux justement, c'est que vous compreniez que c'est quelqu'un qui lui-même est dur à cerner. L'intuition. Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour lui. Lui, il fait une distinction entre l'intelligence et l'intuition. Alors, pour lui, l'intelligence d'abord, c'est le raisonnement, c'est la raison, on pourrait dire la raison raisonnante, c'est-à-dire c'est un regard rétrospectif qu'on a sur ce qu'on a fait et qui essaie de comprendre les causes et les conséquences qui nous ont amenés à agir. Voilà. Mais c'est quelque chose qui regarde en arrière. Donc c'est très intéressant, ça permet de décomposer les choses et de les appréhender, mais c'est pas ça qui nous meut. Ce qui nous meut pour lui, c'est l'instinct, c'est l'intuition. Et ça, c'est très important de faire la distinction parce que c'est pour ça qu'il est assez critique de certains scientifiques ou une façon d'envisager la science. En fait, il aime beaucoup la science, mais il n'aime pas les gens qui veulent que la science soit le moteur de la société. Pour lui, la science, le raisonnement logique, c'est toujours quelque chose qui permet d'analyser, mais c'est très mauvais pour agir. Voilà. L'action, elle se fait par l'intuition avant tout. Et c'est pour ça que je vous disais, c'était un bon pilote en situation de danger. C'est aussi un excellent magicien. Voilà. C'est quelque chose qui est peu connu, mais ça, tous les témoignages aussi le soulignent beaucoup. Même le général de Gaulle, qui n'aimait pas du tout Saint-Exupéry, disait il est bon qu'à faire des tours de cartes. C'est un peu méchant de sa part, mais c'est parce qu'en fait, à l'époque, il était connu pour ça, connu pour faire des excellents tours de cartes. Il était très très bon, et c'était un très bon hypnotiseur aussi, et un bon graphologue. Parce que il ressentait, voilà, il avait une sorte de, c'est presque surnaturel, ouais, il ressentait les choses et il s'entraînait à les ressentir aussi. Et puis une fois qu'il avait agi, alors il pouvait revenir sur ce qu'il avait fait et éventuellement écrire des livres par exemple. Mais c'est quelqu'un qui fonctionne par l'instinct, ce qui en fait selon moi plutôt un poète, hein, voilà, plus un poète qu'un scientifique qui a tendance à décomposer les choses. Mais cette intuition l'amène aussi à des découvertes scientifiques. Voilà, je vous le disais au début, c'est aussi un inventeur. Ça, c'est quelque chose qu'on méconnaît souvent. Saint-Exupéry, on lui doit plus d'une dizaine de brevets, et des brevets absolument brillants, alors, qui étaient en avance sur son temps. C'est-à-dire qu'il a eu des intuitions géniales, qu'il a ensuite travaillé pour en faire des brevets solides, hein, mais finalement, ces brevets ont servi surtout, c'est les Américains qui les ont repris, et qui ont ensuite les ont perfectionnés pour arriver à, par exemple, la création du radar. Le premier à avoir l'idée du radar et le fonctionnement des radars, c'est Saint-Exupéry. C'est des brevets, bien sûr, qui ont lien avec l'aviation. Hein.
mais les scientifiques qui l'ont côtoyé disent que c'était quelqu'un de brillant quand il discutait avec eux, et que les intuitions qu'il avait étaient vraiment en avance sur la communauté scientifique, hein. Il y a même des témoignages de personnes qui l'ont entendu parler de la bombe atomique, du concept de bombe atomique, alors que c'était encore secret. Donc il avait déjà des idées comme ça de ce qui pourrait fonctionner. Pourquoi il est si intuitif? Parce qu'en fait, il ne cloisonne rien. Voilà. Il s'intéresse à tout. C'est quelqu'un de très ouvert d'esprit. Et quand il est mort, dans sa mallette, on a retrouvé, et c'était, il apprenait toujours avec pour voyager, c'est toujours un peu la même composition. Il y avait de la poésie, Baudelaire et Rilke, hein, il aimait beaucoup Mallarmé aussi, ses 3 poètes préférés, on pourrait dire. Il y avait quelques romans, mais pas beaucoup. Il y avait toujours avec lui Pascal et le nom m'échappe, Descartes. Pascal et Descartes, les deux opposés, un peu intéressant, deux opposés si je puis dire, mais voilà. Et sinon, c'était tout le temps des essais scientifiques. Il lisait énormément de revues, d'essais scientifiques, voilà, mais vraiment purement scientifiques, des mathématiques, de la physique, de la chimie. C'est quelqu'un qui est très curieux là-dessus. Et en fait, tout ça, toutes ces différentes passions, parce qu'il s'intéressait beaucoup à l'économie aussi, il s'intéressait beaucoup au cinéma, il a écrit des films, il a travaillé avec plusieurs studios, il était ami avec Jean Renoir d'ailleurs, ils ont failli faire un film ensemble, donc il y a aussi toute une histoire, une histoire d'amour avorté en fait entre Saint-Exupéry et le cinéma, parce qu'il n'a pas pu mener ses projets à terme, mais ce côté touche à tout, c'est parce qu'en fait, rien n'est cloisonné. Et par exemple, il y a quelque chose qui va beaucoup l'intéresser dans les essais scientifiques, c'est le concept d'entropie. Ça, c'est une loi de la thermodynamique. Et ça, il en parle beaucoup dans ses carnets. C'est une loi, j'en parle parce qu'en fait, vous allez voir, ça explique un peu, justement, ce côté un peu hétéroclite. C'est une loi qui sous-entend que, en fait, tout principe de vie combat l'entropie. L'entropie, c'est la tendance qu'on a naturellement, qu'on les molécules. En fait, c'est plutôt sur l'énergie à la base, hein. Mais c'est la tendance qu'ont les corps animés d'énergie à dissiper leur énergie pardon, et à retomber inerte. Voilà. Et en fait, quand un corps perd son énergie, il rejoint un plan stable. Il arrête de bouger. En fait, il est mort. Voilà. Mais en étant mort, finalement, il est assez ordonné. Et tout le principe de la vie, du vivant, de la plante à l'homme, ça va être un combat en fait pour maintenir l'énergie, pour pas qu'elle se dissipe. Et donc c'est un combat tout le temps contre l'entropie. Et pour réussir à garder l'énergie, il faut la transformer. Il y a en fait toute une stimulation qui fait que paradoxalement, il faut beaucoup d'énergie contradictoire, de force contradictoire pour maintenir l'énergie et résister à l'entropie. Alors même que il faut réussir à ordonner le tout de façon suffisamment cohérente pour pas que l'énergie s'échappe. Bon, c'est peut-être pas très clair, je suis désolé. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça l'a beaucoup marqué quand il a lu ça, il en parle souvent. Parce qu'en fait, ça lui correspond très bien. C'est quelqu'un qui récupère plein d'énergie, plein d'idées dans tous les genres, et de tous les sens, et puis il va essayer de les rattacher ensemble, et de tirer de cela une synthèse. Il est tellement original qu'il aurait presque pu être fou, hein, voilà. De toute façon, les poètes sont souvent un peu fous, hein. C'est toujours la limite de la rationalité. Alors lui, ce qui réussit quand même à rejoindre tous ces différents éléments qui le composent, c'est l'écriture, c'est la littérature. C'est-à-dire que, justement, par la littérature, il va synthétiser toutes ses aspirations sous la forme de son écriture. Alors ce qui est intéressant, c'est que si vous avez déjà lu du Saint-Exupéry, c'est une lecture qui est très aisée, c'est très limpide, c'est très simple, c'est des phrases courtes, des mots simples, c'est fluide, c'est pas du tout excité, c'est pas du tout une lecture de fou furieux. Et en fait, c'est parce que justement, c'est une synthèse très aboutie finalement de tout ce qu'il travaille. Mais c'est comme le canard, faut se méfier. C'est pas parce que le canard avance qu'en dessous ça agite pas les pattes à fond. C'est quelqu'un qui est. Alors par exemple, pour arriver à cette synthèse, il est obligé de souffrir, il est obligé d'ordonner tout ce qui est en lui. Et donc cette souffrance, il a du mal à la faire de lui-même. Donc souvent, il est contraint par les événements parce que les éditeurs le poussent absolument à sortir un papier. Et régulièrement aussi, il se crée des contraintes lui-même. Il y a une anecdote qui est assez sympa comme ça, où il devait sortir une préface pour un livre, et en fait, il demande à ses amis de l'enfermer carrément dans sa chambre, voilà, avec juste des papiers, un stylo, et d'aller faire un tour et de revenir quelques heures après, et ne peut venir sous aucun prétexte. Voilà. Et donc ils font ça, et puis quand ils réouvrent la porte, alors l'appartement, tout est sens dessus-dessous, forcément, des effets volants de partout. Saint-Exupéry est à 2 doigts de s'évanouir, la cravate ouverte, les yeux hagards, et il leur tend, en sueur, il leur tend 3 pages. Voilà. C'est pas une grosse préface, hein.
3 pages magnifiques, une très belle préface pour un livre d'Admiral Lindbergh. Et peu de temps après, il s'effondre, quoi, il est épuisé. Mais il l'a fait, voilà. Donc en fait, c'est quelqu'un qui fonctionne comme ça. C'est c'est pour ça qu'il a une vie si exaltante. Et ça, c'est quelque chose aussi ce côté un peu touche à tout, un peu sans limite, ça se voit aussi au niveau politique. C'est très difficile de catégoriser Saint-Exupéry. Est-ce qu'il est de gauche, est-ce qu'il est de droite? Saint-Exupéry, ses 2 meilleurs amis, c'est Mermoz et Léon Werst. Mermoz, aviateur très célèbre, héros, mais aussi proto-fasciste, hein, très proche de la Croix de Feu. Bon, c'est un homme de droite, clairement. Et Léon Werst, c'est un anarchiste juif de gauche. Donc, bon, c'est pas évident. En fait, lui, il est assez. Quand il s'intéresse à la politique, ce qui l'intéresse, c'est l'homme que produit le discours. Finalement, le discours, il s'en fiche un peu. Mais ce qui l'intéresse, c'est qu'est-ce que ça donne. Et en fait, lui qui a été journaliste à un moment, quand il part, par exemple, en URSS, faire des reportages en URSS, de façon assez surprenante, il est assez bienveillant. On pourrait s'attendre à une critique du totalitarisme, pas du tout. Lui, ce qu'il voit, c'est un peuple uni à travers une même idéologie, qui a l'air de faire la fête, qui a l'air d'être cohérent, d'être cohésion. Donc lui, quand il compare à la France de la 13e République, finalement, il trouve ça pas si mal. Donc bon, c'est un peu naïf aussi, hein. Mais vous voyez, il n'a pas d'a priori. Il part pas avec un a priori négatif. Quand il va couvrir la guerre d'Espagne, c'est pareil. Il va découvrir les anarchistes, il va suivre les conflits. Il n'a pas de parti pris, quoi. Par contre, ce qu'il admire, c'est le courage de ces hommes qui n'hésitent pas à mettre leur vie en jeu. Lui-même, je vous disais, il est un peu casse-cou. Il aime bien participer à leur jeu. Il faut prendre une grenade, la découper, puis la jeter au dernier moment. Donc ça l'amuse beaucoup. Ou alors, sinon, le grand jeu, c'était quand 2 voitures se rencontraient, c'était de les rapprocher le plus possible, de façon à ce que les rétroviseurs, en fait, sautent. Donc lui, alors ça, il essaie de casser le plus de rétroviseurs possible. Donc ça l'amuse beaucoup. Mais alors, finalement, qu'importe un peu l'idéologie, au moins, ces gens-là sont sortis de leur torpeur. Au moins, et c'est pas des gens avec un petit train-train quotidien. Vous avez compris, c'est vraiment pas quelqu'un de conformiste, quoi. Il veut vivre intensément, et plus il va vivre intensément, plus il va être paradoxal, plus il va arriver à des synthèses intéressantes, et il va pouvoir progresser dans sa pensée et dans son écriture. Jusqu'à la mort, hein. C'est un peu extrême, hein, mais voilà. C'est vraiment comme ça qu'il conçoit les choses. Alors, ce qui est intéressant maintenant, c'est de voir que cet aspect-là de Saint-Exupéry, on peut le retrouver à un niveau civilisationnel. Et c'est ce que pense Saint-Exupéry, il en parle dans son carnet. C'est-à-dire, il pense qu'en fait, les contradictions, il ne faut pas forcément chercher à les détruire, il faut chercher à les surpasser. Alors, j'ai essayé de retrouver un passage là-dessus qui est bien. Hop, je vais le citer directement. Hop là. Voilà. C'est justement, voilà, alors, dans l'esprit de Saint-Exupéry, bon là je cite mon livre, hein, il s'agit d'un paradoxe fertile qui est au cœur de l'extraordinaire croissance de la civilisation européenne. Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, pour lui, si la civilisation européenne est allée si haut, c'est justement parce que, un peu comme lui, elle est traversée de contradictions très profondes, qui viennent en grande partie du christianisme aussi, qui a un discours un peu incohérent, c'est-à-dire à la fois une ouverture à l'autre complète, et en même temps, il y a toujours quand même cette idée de garder l'identité européenne. Donc, une sorte de tension entre le prochain et puis l'identité. C'est une des nombreuses contradictions qu'apporte le christianisme. Mais lui, il dit que c'est pas une mauvaise chose. Il dit qu'au contraire, c'est une sorte de levain qui peut nous pousser et il pense même que historiquement, c'est pour ça que la civilisation européenne s'est élevée si haut. Donc il dit, voilà, c'est un paradoxe fertile qui est au cœur de l'extraordinaire croissance de la civilisation européenne. C'est justement parce qu'elle est constamment écartelée entre 2 mouvements contraires que notre civilisation opère sa synthèse et domine les contradictions. Et ainsi, de litige en litige, elle se perfectionne dans un équilibre précaire, mais fécond. Cette tension est le levain nécessaire à notre croissance, elle est à l'origine de notre singularité. Les contradictions à surmonter sont le terreau même de notre croissance. C'est très important pour lui. Et il dit, un peu plus loin aussi, il ne faut pas avoir peur de concilier les contraires. Les mots se tirent à la langue, mais c'est l'intolérable contradiction qui force à créer la vérité. Il y a vraiment, c'est assez conscientisé ça chez lui, hein. Et ça, je trouve ça intéressant aujourd'hui, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de divisions, même au sein de la droite, hein, entre, voilà, parfois, sur l'égalitarisme, le libéralisme, la place du christianisme, Nietzsche. Alors, il faut savoir que Saint-Exupéry est un grand lecteur de Nietzsche, hein, qui connaît très bien Nietzsche et il l'apprécie beaucoup. Mais lui, en fait, il n'est pas pour forcément cloisonner.
Son message, c'est un peu de dire, bah, toutes ces contradictions apparentes, finalement, il faut plutôt essayer de les surpasser, il faut essayer de les combiner. Et oui, c'est un tiraillement, ça paraît irrationnel, mais en fait, la vie, c'est pas rationnel. La vie n'est pas rationnelle. Elle défie la statistique en permanence. Et au contraire, c'est quelque chose qui peut nous pousser à opérer des synthèses nouvelles et à progresser petit à petit. Et effectivement, si on s'intéresse un peu à ce qu'était la civilisation du Moyen-Âge, hein, à une époque où l'Europe a vraiment explosé, bah c'est une époque intéressante, parce qu'il y a vraiment une alliance intrigante entre la foi et la raison. Hein. C'est que dans les universités de théologie, c'est là qu'il y a eu les premières avancées scientifiques, hein, donc comme quoi c'est pas forcément incompatible. Et puis on pense aussi par exemple aux croisades, hein, c'est-à-dire qu'il y avait à la fois une foi très très forte, et en même temps on n'hésitait pas à aller attaquer d'autres pays. Donc c'est des choses qui en soi sont a priori incohérentes, et si on avait un contradicteur en face, il pourrait dire bah oui, vous n'êtes pas cohérent avec vous-même, etc. Oui, mais c'est pas comme ça que la vie fonctionne, et les gens le faisaient quand même. Voilà. Donc il faut pas tuer les incohérences, et finalement celui qui tue toutes ces contradictions, finalement, il est mort. Voilà. Et je voudrais finir là-dessus. Il y a une image que je trouve intéressante, c'est la différence entre le modéré et l'homme équilibré. Parce que finalement, le modéré, c'est celui qui a tué un peu toutes ses contradictions, ou qui veut pas trop se mouiller, qui est un peu dans son petit confort. C'est le centriste, on pourrait dire. Et puis lui, il a pas de passion qui le tiraille, et puis du coup, il se retrouve à peu près au milieu, quoi. Voilà. Alors que l'homme équilibré, c'est un homme en fait qui est écartelé par plein de forces complètement opposées. Il est en souffrance, hein, à tout moment il peut exploser. Mais comme les forces s'égalisent à peu près, bon, au final il se trouve lui aussi à peu près au milieu. Hein. Et parfois, il y a on peut avoir des points de vue qui peuvent paraître, qui peuvent être assez, ça peut être assez banal. Mais en fait, ce n'est qu'une apparence, parce que selon la personne qui a l'opinion, ça peut être sur un cheminement complètement différent. C'est Pascal, hein, qui faisait la différence entre les semi-habiles, les habiles, c'est-à-dire que, enfin, j'en parle en détail, mais je trouve ça intéressant parce que finalement, en conciliant les extrêmes, on arrive parfois à une position modérée, mais juste, qui est celle de la vérité. Voilà.